Le Conseil d'État a examiné hier mercredi les requêtes des candidats invalidés par la CENI pour Maître Emeti Bango, avocat d'Ngobila, Bochab et consorts, relayés par Actu 30.cd. La CENI a agi en violation de flagrance des droits de la défense. Le Conseil d'État en tant que juge administratif, souligne actualité.cd, a pris l'affaire en délibéré, promettant une décision dans les 48 heures. Appelé à démissionner, Jantini Ngobila ne va pas quitter son bureau, écrit à Prospérité. Les premiers citoyens de la ville de Kinshasa s'accrochent à une décision du VPM en charge de l'intérieur datant du mois d'octobre de l'année dernière, suspendant jusqu'à nouvel ordre toute activité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa suite à des tensions entre Kodempoï et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les gouverneurs. Dans une interview accordée par les directeurs des cabinets du gouverneur de la ville de Kinshasa, cité par dépêche.cd, confirme que Jantini Ngobila ne va pas démissionner comme l'exigent les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après avoir levé ses immunités. En attendant la publication des résultats de législatives nationales et provinciales, BZ7info.cd nous apprend que 40 partis et regroupements politiques ont atteint l'essai des représentativités pour la députation nationale. De son côté, alternance.cd révèle qu'au moins 26 regroupements politiques n'ont pas atteint l'essai de 1% du suffrage valablement exprimé. Parmi ces formations, il y a notamment celle d'Esse Sanga, Kiabula, Kainda, Matata Mpogno et Claude Imbalaki. Néanmoins, souligne Ouracan.cd, la CENI n'a pas confirmé l'authenticité d'un document qui reprend les noms des partis et regroupements politiques ayant atteint les seuils de 1% qui circulent sur la toile. Pendant ce temps, B7.info nous apprend que la CENI va publier ce vendredi 12 janvier les résultats provisoires pour les législatives ainsi que l'élection municipale. Félix Tshisekedi confirmé président, la Belgique, la Chine, l'Union africaine lui présentent leurs félicitations. Mukwege prend acte, écrit la tempête des tropiques pour les tabloïds. Avec cette confirmation, Félix Tshisekedi peut donc prêter serment le vent janvier prochain et diriger les pays sans contrainte. Et puis, ces constats malheureux faits par Forum des As, d'après les quotidien depuis que la plupart des ministres du gouvernement Samalou Condé ont quitté leur cabinet pour aller battre campagne, l'administration publique se trouve pratiquement à l'arrêt. Les agents et cadres se rendent au service quand bon les semble. Il en est de même de membres des cabinets politiques. La conséquence de cette situation, conclut le journal, est la léthargie constatée actuellement dans la marche du pays. Autre chose, pas de pénurie de carburant à Kinshasa, signale l'avenir. Des rumeurs sans fondement véhiculées par certaines personnes dans les coins de la capitale, signe rareté des produits pétroliers constatés à Kinshasa. Cette situation, explique le journal, a obligé le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé de convoquer la 6e réunion restreinte du gouvernement au cours de laquelle il a rassuré que les dispositifs ont été pris pour s'assurer qu'il n'y a pas manque de stockage. Mesdames et messieurs, c'était là la page revue de presse. Nous avons une seule question ce matin. Réélection de Félix Tshisekedi, enjeu, défi et enjeu. Sur ce plateau, nous avons deux cadres. Nous avons maître Freddy Mwamba, cadre du parti politique AFDC de Batiloukwebo, membre de l'Union Sacrée. Maître Freddy, bienvenue.
Bienvenue Daniel et merci de l'invitation. Je te remercie plus pour l'opportunité que tu me donnes de développer des réflexions que j'aimerais livrer à la sagacité de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment partout à travers le monde. Et j'aimerais au même moment partager un passage biblique, Jérémie 33, 3, qui dit: invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est comme ça que j'aimerais que tous les téléspectateurs qui nous suivent puissent s'inspirer de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en fait, notre vie ne tient qu'à sa longanimité, qu'à sa mansuétude, sa magnanimité. Voilà, Merci donc beaucoup. c'est cela, et j'espère que les débats d'aujourd'hui sera un débat républicain. Et je salue aussi mon débatteur qui est avec moi sur ces plateaux, Maître Claude Ngoma, les confrères qui est avec moi sur. J'espère que ceux qui vont nous suivre vont se reconnaître dans ce que nous allons dire aujourd'hui. Voilà, très important. Il est de retour. Maître Claude, bienvenue encore une fois. Merci mon frère. Je réitère le même vœu également de saluer mon estimé confrère Freddy Momba, un ami, un confrère à qui nous avons l'habitude d'en découdre dans pas mal de plateaux autour de questions d'actualité et de la vie nationale de la République. Et à la grande équipe technique de Congo Best TV et aussi la direction de la rédac. Je leur souhaite également bonne année, meilleurs vœux pour cette année 2024 et spécialement à monsieur le DG, Christian Boussembe, je le salue. Merci beaucoup et surtout merci pareillement. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant d'entrer en détail de notre question, Maître, est-ce qu'il y a un muscle que vous voulez aborder encore, que l'on commence notre débat? Oui, ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est d'abord le fait que le professeur Modeste Bahati a adressé ses félicitations au président de la République qui vient d'être réélu de façon brillante à la tête de ces pays comme président de la République. Et je pense qu'il a eu à réaliser un certain nombre de choses qu'il va encore une fois de plus poursuivre dans son second mandat. Et comme vous le savez bien, les mandats précédents a été sémé de beaucoup d'embûches avec, n'est-ce pas, l'accord qui a été signé dès le premier abord de ces mandats-là. Il y a eu un accord qui a été signé et ça n'a pas permis à ce que le président de la République puisse véritablement mettre en branle tout ce qu'il avait comme vision. Mais je pense que dans avec ces nouveaux mandats, les choses il va encore mettre le pied sur l'accélérateur de telle sorte que les développements de ces pays, de telle sorte que ces pays puissent prendre véritablement son envol. Et nous souhaitons une bonne chance au président de la République, au nom du professeur Modeste Bahati, qui est, n'est-ce pas, l'autorité morale de la FDCA, qui est un méga regroupement qui a atteint les seuils, comme vous le savez bien, que ce soit la FDC et la FDCA. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de travailler sur les terrains et nous sommes un parti national et la preuve probante est là, que nous sommes véritablement un parti national. Et j'aimerais maintenant aussi, n'est-ce pas, marquer ma réprobation absolue contre, n'est-ce pas, un son qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui a été attribué faussement au professeur Modeste Bahati. Il s'agissait, j'aimerais préciser et dire à tous les téléspectateurs qu'il s'agit d'un député national qui est connu par ailleurs, hein, des députés nationaux de l'UNC, Alfred Maïchi, qui, n'est-ce pas, était en train de s'entretenir, je crois, avec quelqu'un, hein, ou bien était en train de passer dans une émission quelconque, je crois, ou quelque chose comme ça, qui passait dans une émission quelconque, dans une radio locale. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le professeur Modeste Bahati. Donc il s'agit d'un acteur politique très avisé. Il ne peut pas se permettre de commencer à développer des réflexions dans ce sens-là. Nous attendons, nous avons travaillé, nous attendons que la CENI puisse, n'est-ce pas, publier des résultats. Et nous avons la ferme conviction que, comme il s'agit en fait d'une organisation qui vient de nous montrer qu'elle est véritablement smart par sa façon de travailler, elle est raffinée par sa façon de travailler, nous avons la ferme conviction que les choses vont aller pour le mieux et nous sommes sereins, nous suivons de très près tout ce qui se passe, nous sommes sereins, nous attendons qu'il y ait publication des résultats. Voilà, donc c'est cela. Merci. Alors, Maître Claude, votre biscuit, comme ça qu'on entame notre débat.
Oui, c'est tout simplement dire grand merci. Nous félicitons tous les membres, tous les militants du Parti Nouvel Élan du fait que nous avons vraiment mouillé maillot, nous avons battu campagne et aujourd'hui, le travail d'implantation que nous avons fait dans 3 ans, ça nous a payé et la 4e place à la présidence de la République nous est revenue et donc le camarade Adolphe Mozito est placé 4e sur l'ordre d'arrivée. Sur 26 candidats présidents de la République, Nouvel Élan avec son président, le camarade Adolphe Mozito, gagne la 4e place, ce qui n'est pas une mince affaire parce que nous avons vraiment mouillé le maillot et aujourd'hui, sur la liste publiée par la CENI de 40 partis politiques et regroupements, Nouvel Élan s'y figure. Attendons qu'on l'authenticité jusque-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Maître Freddy, la question reste posée. Il y a beaucoup de défis qui attendent le président de la République. D'abord, avant qu'il ne prête serment, il y a beaucoup de choses. Je voudrais que vous puissiez d'abord nous dire, de manière ramassée, les élections, la réélection de Félix Tshisekedi était-elle une surprise? Non, je pense que la réélection du président Félix Tshisekedi n'était pas, à mon humble avis, une surprise. N'est pas, à mon humble avis, une surprise. Pourquoi? Parce que le président de la République a travaillé, il a posé des actions qui vont dans le sens de faire en sorte que les populations congolaises puissent à nouveau, puissent de plus belles, n'est-ce pas, renouveler leur confiance en lui. Ce qui a été fait parce que le président de la République a eu environ 73%, un ratio de 73%, ce qui fait que c'est pour dire, n'est-ce pas, que ce n'est pas une génération spontanée, ce qui est arrivé. Ça veut dire que ça a été préparé et le président de la République a travaillé pour que, n'est-ce pas, les populations congolaises puissent encore une fois de plus voir qu'ils ont affaire véritablement à un président qui a la volonté de pouvoir faire bouger des lignes, de pouvoir changer des choses dans ces pays. Pour preuve, c'est que vous savez que ça faisait longtemps dans ce pays qu'on pouvait ne fût-ce que citer le nom du Rwanda comme étant l'agresseur de la République démocratique du Congo. Nous avons connu des autorités de ces pays qui ont même sanctionné ceux qui ont osé, n'est-ce pas, s'attaquer au Rwanda, vous comprenez? Mais cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Les Congolais sont libres et tout le monde qui estime que, par exemple, le Rwanda est en train de poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir faire en sorte que nos populations puissent subir, n'est-ce pas, des brimades, soit des victimes de l'inhumanité de la part du Rwanda. Aujourd'hui, les Congolais peuvent, n'est-ce pas, réprouver tous ces actes nocifs qui sont posés par, n'est-ce pas, nos voisins. Donc, ce n'est pas quelque chose de moindre. Parce que les gens disaient avant, non, mais c'est pas le fait seulement de s'attaquer au Rwanda. Mais avant, on ne s'attaquait même pas au Rwanda. Mais si aujourd'hui, on peut même s'attaquer au Rwanda à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a eu un pas qui a été fait de ce point de vue-là. C'est comme ça que nous disons que les populations congolaises sont confiantes. Et le président de la République n'a pas mâché ces mots. Je crois à la veille des élections, le président est passé sur une grande chaîne de la place où il a dit extrêmement clairement qu'il était même disposé à pouvoir faire la guerre au Rwanda. Donc c'est pour vous dire que maintenant les choses ont changé. Nous voyons une montée en puissance de notre armée et avec la loi sur la programmation militaire qui a fait en sorte que notre armée puisse avoir des moyens substantiels qui vont permettre à ce que nous puissions avoir affaire à une armée qui soit dissuasive et tout ça c'est à mettre à l'actif, n'est-ce pas, du président de la République qui s'est battu pour ça, pour faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse recouvrer son lustre d'antan. Parce qu'à l'époque de Mobutu, lorsqu'on parlait de l'armée rwandaise, c'est tout le monde qui avait peur de cette armée-là. Mais depuis un temps, on a compris que notre armée est noyautée par la présence, n'est-ce pas, des étrangers dedans. Nous avons été infiltrés et ce qui a fait en sorte que l'armée soit friable. Mais pour le moment, vous êtes en train de voir qu'il y a quand même un changement, il y a tout de même un changement. Ça veut dire que nous avons affaire à un président qui a posé des actes qui ont poussé les populations à pouvoir jeter leur dévolu sur
le président de la République. Il n'y a pas que ça, il y a la gratuité de l'enseignement. Comme vous le savez bien, l'éducation, c'est même, je peux dire, c'est ce qui pourra faire en sorte que ces pays puissent se développer, puissent aller de l'avant. Si vous avez des enfants qui sont instruits, qui vont à l'école, ils vont contribuer, ils vont travailler au développement de ces pays. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, mais que certaines personnes sont en train d'analyser avec des involtures, avec légèreté, alors que l'éducation revêt une importance indéniable dans, en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'évolution d'une nation digne d'être appelée nation, d'un pays digne d'être appelé pays. Voilà, donc c'est ça. Et donc je suis fier de la réélection du président de la République, avec tout ce qu'il a commencé, avec les acquis que nous avons la ferme conviction que dans ces travaux que nous allons faire cette fois-ci, qui est celui de conforter les acquis ou bien les jalons qui ont été jetés par le président de la République dans le premier mandat, je crois que d'ici 2028, il y aura peut-être d'autres qui diront que le président puisse encore, une fois de plus, continuer, même si on sait qu'il n'a droit qu'à 2 mandats. Tellement il va réaliser des choses dans ses 2e mandats. Maître Claude, votre lecture par rapport à la réélection de Félix Tshisekedi, bien que vous avez pris acte par rapport à la défaite de votre leader. Oui, la réélection de M. Félix Tshisekedi Tshilombo pour nous, c'était une surprise. C'était une surprise, pourquoi? Parce que pendant la campagne, on voyait déjà, on essayait un peu d'examiner déjà son mandat et que le mandat était loin d'être convaincant. Et voilà pourquoi le Parti Nouvel Élan avait aligné à la présidence les camarades, à la présidence de la République, les camarades Adolphe Mozito pour porter une alternative afin de développer notre pays. Parce que il faut comprendre que même pendant la campagne électorale, M. Félix Tshisekedi n'avait pas pu convaincre. Pourquoi? Parce que il y avait encore des promesses qui n'avaient pas tenu. Vous voyez? Et pendant la campagne, c'est vrai, il avait du mal à trouver le mot pour convaincre l'opinion. Et pendant la campagne, le camarade Adolphe Mozito avait juste de mots et voilà donc de l'expertise pour convaincre l'opinion. Et à cela, nous avions mis en place notre offre politique, vous voyez, qui séduisait l'opinion. Mais étant que républicain, à l'arrivée de la course, on voit que M. Félix Tshisekedi Tshilombo part en premier. Et donc, républicain, étant que républicain, nous n'avons pas eu honte aux yeux pour le féliciter. Parce que nous n'avons que ce Congo. Et quand la sportivité oblige, et donc voilà, on ne peut que saluer donc voilà, celui qui a gagné. Et c'est ce qu'avait fait le camarade Adolphe Mozito. Donc, ici, il s'agit de voir l'intérêt primo de la République. C'est vrai, M. Félix-Antoine Tshilombo vient de gagner, il vient de remporter, et il est réélu pour sa seconde mandat, mais c'est le Congo qui est gagné. C'est le Congo qui est gagné. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous devons protéger le vivre ensemble, nous devons cimenter nos efforts ensemble pour développer ces pays. Et moi, j'ai aimé le discours du président de la République lors de l'annonce provisoire de sa victoire. Il avait tenu un discours capable de fédérer tout le monde. Donc voilà, il y a déjà cet esprit d'ouverture qui l'anime. Et donc je pense que voilà, il va ratisser large afin de pouvoir appeler les uns et les autres pour venir travailler pour l'intérêt primo de notre République. Est-ce que, maître, vous donnez raison, à vous suivre, vous donnez raison à ceux qui disaient que Adolphe Mozito était candidat de l'opposition sous couvert de Félix Tshisekedi? Non, je ne donnerai pas raison à cela. Pourquoi? Parce que nous sommes allés. Si c'était comme ça, eh ben, les camarades Adolphe Mozito devaient désister en faveur de M. Félix-Antoine Tshilombo. Voyez-vous? Mais il ne l'a pas fait. Et lui-même, pendant la campagne, il avait déclaré qu'il ne va se rejoindre à personne jusqu'à la fin de la bataille. Et comme ça, chacun de nous saura sa vraie taille politique, son vrai poids politique. Et voilà, aujourd'hui, là où nous sommes, on est 4e. Et donc, ça, c'est notre taille réelle politique. Vous voyez? Et donc, à ceux-là qui croyaient que
voilà, la candidature du camarade Adolphe Mozito serait une candidature parrainée par le régime. Non. Et voilà ceux qui disent que voilà, vous êtes déjà de l'autre camp. Non. Mais ici, mon cher ami, laissez-moi aussi peindre le tableau que, en ce net moment, nous ne pouvons pas parler de l'opposition, non plus de la majorité. Voyez-vous, parce que toutes les institutions sont partantes. Et aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshilombo a la majorité présidentielle. Attention, miracle peut se faire que M. Adolphe Mozito puisse avoir la majorité parlementaire. Ou soit la majorité parlementaire peut aussi échapper à M. Félix-Antoine Tshilombo et qu'il y a un des opposants qui peut aussi le gagner. Et donc, c'est pourquoi je souligne ici qu'ici, il n'y a pas l'opposition, il n'y a non plus la majorité. Vous voyez, donc on est congolais, on reste encore serein, on est républicain. Merci beaucoup, Maître Claude. On revient. Alors, Maître Freddy, qu'est-ce qui a fait la force de Félix Tshisekedi pour qu'il soit réélu? Parce que nous avons vu des leaders. Il y a aussi la polémique autour de ceux qui l'ont soutenu corps. Bien entendu, le président de la République a bénéficié des soutiens de grandes personnalités de ces pays, comme le professeur Modeste Bahati, qui est un acteur politique monumental de ces pays, qui a soutenu le président de la République. Que les gens disent qu'on ne l'a pas vu sur terrain. Bon, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter, ce sont nos détracteurs, nous avons beaucoup de détracteurs, mais la réalité factuelle est que le professeur Modeste Bahati a battu campagne en faveur du président de la République. Et d'ailleurs, nous n'avons pas commencé au moment où la campagne a commencé. Nous avons commencé un peu bien avant. Je pense qu'il a été même le premier soutien du président de la République dans ce sens-là. Au moment où tout le monde pensait à autre chose, le professeur Modeste Bahati a dit extrêmement clairement qu'il allait soutenir le président de la République en 2023. Nous n'étions même pas au moment des élections. On ne parlait même pas des élections à ce moment-là. Lui disait qu'il allait soutenir le président de la République en 2023. Il l'a dit et il l'a fait. Ça veut dire que c'est un homme qui est sincère avec lui-même et qui sait ce qu'il est en train de... qui sait ce qu'il fait, justement. Et la preuve est que nous avons, à chaque fois que nous passons sur les chaînes de plateaux de télévision, nous communiquons en faveur du président de la République. Donc c'est là... démontre à suffisance que le professeur Modeste Bahati contribue de façon significative, n'est-ce pas, a aussi contribué de façon significative à la réélection du président de la République. Donc, il s'agit donc, il a apporté aussi sa pierre à cet édifice ici. Donc, personne ne peut régner cela pour dire non, voilà, il n'a rien fait, tout ça. Nous savons que ce sont des détracteurs. Et c'est facile de le dire, hein. C'est facile de le dire. Et tous ceux qui le disent, si vous leur posez la question, qu'est-ce qu'ils ont dans l'escarcelle qui démontre qu'ils ont soutenu véritablement le président de la République? Mais le professeur Modeste Bahati Lukwebo a une machine politique importante, substantielle, qu'il a mise à la disposition du président de la République pour sa réélection. Les autres peuvent dire, mais ils ont quoi? Parce que c'est facile de le dire. Mais vous avez quoi pour accompagner le président de la République? Mais lui, il a une machine écrasante qu'il a utilisée, qu'il a mise à la disposition du président de la République pour sa réélection. Donc, et cela est indéniable. Tout le monde l'a vu. Donc, je pense que tout ça, c'est de l'enfumage, c'est de l'intoxication pour essayer tout simplement de vouloir créer l'inimitié entre le président de la République et le professeur Modeste Bahati. Et vous devez savoir ce que l'opinion doit retenir, c'est que nous sommes suffisamment vaccinés pour ça, parce que ce n'est pas la première fois. Chaque fois, quand nous nous réveillons, il y a toujours ça, des gens qui racontent des histoires surréalistes sur la FDCA et les professeurs Modeste Bahati. J'aimerais revenir sur ce qu'il a dit, c'est important que je relève ces points-là. Il a dit ici que le président de la République n'a pas eu des mots justes. Bien entendu, il a eu des mots justes. Non, il a convaincu. Il a convaincu le peuple congolais. D'ailleurs, c'est ce qui a valu sa réélection. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le président de la République soit réélu? C'est parce que justement, les populations congolaises étaient séduites par les discours du président de la République, parce qu'il n'a pas voulu développer des discours sophistiques, des discours captués, tout ça.
qui ont l'apparence de la vérité, mais lui a réellement dit la vérité à la population congolaise. Et la population congolaise a compris qu'elle avait affaire à un président qui était tout simplement probe. C'est comme ça que la population congolaise a voté le président de la République. Donc il n'y a pas à dire qu'il n'a pas eu des mots justes. Et de la même manière que vous reconnaissez que lors de sa réélection, le président de la République a appelé tout le monde à l'unité, il a à la concorde, tout ça. Et donc ça veut dire qu'il a tendu sa main à presque tout le monde. Ça veut dire que le président de la République reste ouvert. De la même manière qu'il est resté ouvert, qu'il a eu de mots justes pour inviter, n'est-ce pas, tous ces challengers, c'est de cette façon qu'il a encore convaincu la population de voter pour lui. Donc là, il n'y a aucun problème. Et donc, concernant, n'est-ce pas, Adolphe Muzito, Adolphe Muzito, je crois qu'il doit être maintenant conscient qu'il est un poids plume par rapport au président de la République. Alors, parce qu'il disait qu'il voulait savoir la taille réelle. Ils sont conscients de leur taille réelle aujourd'hui. Qu'ils sont un poids plume par rapport au président de la République qui a eu un ratio de loin supérieur aux autres candidats. Et donc, même Martin Fayulu est passé devant lui. Donc, il est conscient. J'espère qu'il a reconnu que Martin Fayulu est quand même passé devant lui parce qu'il a eu environ 5%. Et j'ai quand même salué aussi sa sportivité. J'ai salué sa sportivité. J'ai salué sa sportivité. Et voilà, il a démontré que c'est quand même un républicain parce qu'il a reconnu que le président de la République a gagné haut la main ces élections. Voilà, c'est ce qui est plus important. L'important, c'est que nous puissions construire ces pays dans l'harmonie, dans la cohésion, ensemble. Voilà, donc vous avez salué au début de votre... avant de prendre la parole, la victoire brillante de Félix Tshisekedi. Ça vous fait quoi quand vous attendez parler de fraude électorale? Bon, vous savez que les fraudes électorales sont inadmissibles, sont inacceptables. Et la preuve que tout le monde n'a pas apprécié cela, vous avez même vu l'organe organisateur, la centrale électorale, qui a cette responsabilité d'exemplarité, a commencé par démontrer qu'elle ne peut pas cautionner en aucun cas quelque fraude que ce soit. C'est comme ça que vous avez vu qu'elle a procédé par l'annulation d'un certain nombre de résultats qui ont impacté même sur les résultats. Parce que comme vous le savez bien, les élections de Massimanimba et de Yakoma ont été totalement annulées. C'était tout à fait normal que ça puisse, n'est-ce pas, impacter sur les résultats. Parce qu'il y a eu des gens qui ont raconté, qui ont dit, mais ces gens-là qui ont fraudé même pour le président de la République. Mais le président de la République ne leur a pas demandé de frauder pour lui. Parce que le président de la République était sûr qu'il avait eu déjà à convaincre le peuple congolais qui a voté massivement pour lui. Et vous avez, même si nous prenons par exemple, nous cherchons, on arrivait véritablement à annuler partout où il y a eu fraude, vous allez voir que cela n'aura aucune incidence, n'est-ce pas, substantielle sur le résultat. Donc ça ne va pas changer l'ordre d'arrivée. Le président de la République va toujours gagner ses élections. Et donc, toute sorte de fraude, ça nous fustigeons cela avec de façon véhémente en fait. Donc les gens n'ont pas le droit de frauder, ils doivent faire les choses minutieusement, qu'ils soient votés. Parce que si vous êtes véritablement un leader, vous avez battu votre campagne convenablement et que vous êtes dans le cœur de la population, vous n'avez pas besoin de frauder. Donc c'est un peu ça. Et donc notre ligne c'est celle-là. Donc nous condamnons avec la dernière énergie toutes sortes de fraudes, toutes sortes de manœuvres frauduleuses, et nous pensons que si vous vous êtes bien préparé, comme au niveau de l'AFDC, on s'est très bien préparé, nous sommes sûrs que nous allons avoir nos élus en bonne et due forme. Voilà, donc, on revient par rapport au climat qui règne au sein de l'Union sacrée après cette annonce de la CENI, après avoir dénoncer les fraudeurs, on sent qu'il y a des frustrations au niveau de l'Union sacrée. Alors, maître, votre lecture par rapport, bien que vous avez accepté sportivement la réélection de Félix Tshisekedi, mais il y a aussi la question des fraudes. Oui, mais mon cher ami, la question de fraude, c'est les antivaleurs. Vous savez, la politique est un art réservé aux élites. Et nous devons être porteurs de valeurs, de moralité. Voyez-vous,
Parce qu'on est politique, à un moment donné, on est obligé, ou l'on s'est fait appeler excellence. C'est-à-dire excellence parce que vous êtes porteur de valeurs. Mais comment comprendre ceux-là qui veulent voir la direction ou la commande de la République des ensembles et tout ça, des institutions de la République demain, soient trempés dans de fraudes. C'est pas normal. Et nous soutenons la décision de la CENI, parce que même cette commission n'était pas mise en place par la bonne volonté de M. Kadima. Non, c'était une recommandation de la CENCO et de l'ECC. Après avoir fait leur rapport et ils ont constaté des irrégularités et des fraudes, ils ont demandé à la CENI de mettre en place une commission capable d'enquêter sur tout ce qui est donc voilà, irrégularité et fraude. Et heureusement, M. Denis Kadima n'est pas resté inaudible face à cette recommandation. Ils ont mis en place, donc le bureau Kadima a mis en place cette commission. Et voilà, aujourd'hui, ils ont statué, ils ont sanctionné, et ça sont des sanctions qui tiennent la route. Qui tiennent la route. Peu importe les gens qui peuvent dire que voilà, ça ne répond pas à la loi, tout ça. Mais écoutez, vous êtes fraudeur. Vous êtes fraudeur, on vous sanctionne d'abord. Oui. Et ça, c'est une sanction administrative. Devait suivre encore des sanctions pénales. Voyez-vous. Mais moi, je dis même que cette commission est encore clémence. La commission, après avoir rendu son rapport, devait saisir les cours et tribunaux et verser les rapports au PGR pour que ces derniers puissent les entendre et sanctionner. Parce que les fraudeurs doivent répondre de leurs actes. Voyez-vous? Bon, nous félicitons ça. Mais écoutez, même si les autres, une franche partie de l'opposition, parce qu'ici il n'y a pas l'opposition, mais une franche partie de ceux-là qui se réclament de l'opposition, demandant l'annulation même des élections, mais moi je vais vous dire, mon cher, la RDC est un pays structuré. Nous avons des institutions. Quand vous demandez l'annulation des élections, mais il y a un cadre légal établi où vous devez aller saisir, déposer votre requête en annulation des élections. Ce n'est pas à la rue. Nous avons vu Théodore Ngoy qui a quand même osé. Mais c'était quoi la suite? Mais la suite, c'est la faute à M. Théodore Ngoy, je le salue où il est. Peut-être il a mal motivé sa requête. Qu'est-ce que vous voulez que la Cour fasse? Vous déposez une requête, mais vous devez bien le motiver, afin de convaincre la composition. Oui, c'est pas parce qu'il s'est senti seul alors que l'opposition est composée de beaucoup de leaders. Non, c'est pas question qu'il est seul. Même si c'est constitué en collectif des opposants, allant saisir la Cour en annulation des élections. Mais ici, il y a un élément capital, c'est des motivations. Vous devez bien motiver votre requête pour convaincre le juge. Et peut-être le juge, en parcourant, en examinant les requêtes, et ils n'ont pas été convaincus. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc voilà un peu. Et pour nous, nous disons que cette décision doit être disciplinaire. Parce que tous nous avons été candidats. Mais comment vous voulez que vous passiez par des moyens des antivalaires pour avoir un siège? Mais non, ça ne doit pas se faire comme ça. Voyez-vous? Et d'aucuns même disent que voilà, l'annulation des élections de certains dans les deux territoires, Yakoma et Massimanimba, montre à suffisance qu'il y a eu fraude à tous les niveaux. Mais moi, je leur dis et je leur réponds, est-ce que nous devons les suivre ou nous devons nous tabler et suivre les différentes missions d'observation et les rapports? Jamais je vu, je ne sais pas moins ce que mon confrère me contredise, toutes les missions d'observation ont rendu les rapports. Mais aucune de ces missions n'a remis en cause l'ordre d'arrivée. Ils ont dit, certes, il y a des irrégularités. Vrai, parce que les irrégularités ne manquent pas, même dans des pays de vieille démocratie. Il y a toujours des irrégularités.
Mais ce que nous condamnons ici, c'est les cas de bourrage, c'est les cas de fraude, c'est les cas de violence. Vous voyez? Parce que nous devons sauvegarder l'unité ensemble et le vivre en commun. Voyez-vous? Mais à ceux-là qui sont versés dans ce genre de pratiques, ils doivent subir la rigueur de la loi. Ils doivent subir en tout cas la rigueur de la loi pour servir des leçons aux autres qui sont restés. Et donc pour moi, je dis, nous sommes la nouvelle classe politique. Je demande à tous ceux-là, à tous les 82 invalidés. Il peut aussi y avoir des innocents, maître. Mais mon cher ami, d'abord, étant que politique, si vous êtes porteur de valeurs, ne cherchez pas d'abord à vous défendre. Il faut avoir ces réflexes d'abord de démissionner. Je me retire. Parce que c'est déjà un scandale. Même de ministres en fonction. Au lieu d'aller saisir les cours et tribunaux, mais commencez d'abord par démissionner, même les gouverneurs de province. Démissionnez d'abord parce que c'est un scandale. Vous êtes excellence. Vous ne pouvez pas être versé dans des sales draps. Mais pourquoi, ici chez nous, voilà, tu es excellence, mais on t'attrape quelque part dans des fraudes, tu cherches à te justifier. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Le mieux à faire, c'est de pouvoir démissionner si vous vous occupez encore de postes. À ceux-là qui n'ont pas de fonctions étatiques, ils doivent présenter des excuses à la nation. Ils doivent présenter des excuses dans leur communauté. On sait une récupération politicienne. Non, ce n'est même pas une récupération politicienne parce que, tenez, dans les 82 invalidés, la tête de liste, c'est l'IDPS. Les partis au pouvoir, 12. 12. Même le ministre près du président de la République est sanctionné. Alors, comment vous allez nous dire que voilà, cette histoire... mais non, écoutez. Il y a même l'opposition, l'ensemble qui est là. L'Assemblée pour la République, 5 invalidés. Donc, moi je dis, encore ici, je dénote l'impartialité et l'indépendance de cette CENI. Ben oui. Parce que la commission n'a pas eu peur de ses ministres en fonction, n'a pas eu peur de gouverneurs. Voyez-vous, ils ont des influences politiques, ils ont la signature, ils ont des téléphones, ils peuvent appeler. Mais voilà, cette commission en toute indépendance et impartialité a sanctionné. Donc bravo encore une fois à la CENI. Merci beaucoup. Alors maître, la question a été encore restée. Les climats au sein de l'Union sacrée. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas des grabuges au niveau de l'Union sacrée de la nation. Je pense que l'Union sacrée de la nation promeut des valeurs, vous comprenez. Et je crois qu'à ce titre-là, l'Union sacrée ne peut que se désolidariser justement de tous ceux qui se sont adonnés à ces genres de pratiques ignoble, n'est-ce pas, en procédant, n'est-ce pas, à vouloir discréditer, n'est-ce pas, la plateforme en allant frauder. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des gens qui sont passés dans les médias avec des rouleaux, vous pouvez vous imaginer avec des rouleaux pour tenter de phagocyter l'opinion sur le fait qu'ils ont eu à gagner l'élection et à faire campagne pour le président, à gagner même pour le président de la République. Vous pouvez vous imaginer. Donc, avec tout ce que le président de la République a eu à réaliser, a eu à faire, le président de la République avait besoin de ça pour qu'on considère qu'il a été réellement réélu. Moi, je ne pense pas. Nous avons suivi des discours dans ce sens-là. C'est ça qu'il faut pouvoir encourager. Je ne pense pas. On ne peut pas encourager ce genre de discours. Ils sont passés, on les a vus. Il y a des vidéos qui ont circulé, des personnes. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est que je demanderais, c'est que pour que justice soit faite, que l'on puisse, n'est-ce pas, enquêter si ils ont eu à introduire un recours gracieux au niveau de la CENI, qu'on puisse aussi quand même les entendre au niveau de la CENI pour leur permettre de pouvoir présenter leurs moyens de défense avant la publication. Je ne sais pas si ils ont eu à le faire. J'ai appris par oui dire que la plupart se sont rendus au niveau du Conseil d'État. Au niveau du Conseil d'État, est-ce qu'ils vont obtenir des causes? Parce qu'en principe, je suppose que ce sont des référés qu'ils vont avoir là-bas. Ils ont n'est-ce pas, saisi les juges des référés, soit référé liberté, référé suspension ou référé conservatoire. Est-ce que c'est là,
va les aider à faire en sorte que leur situation soit, ou bien qu'on puisse suspendre soit la mesure administrative qui a été prise, ou soit que des mesures conservatoires qui ont été prises vont faire en sorte qu'ils soient rétablis dans leurs droits. En attendant la publication, en tout cas, attendons voir comment les choses vont devoir se passer. Mais sinon, il faut reconnaître ici que la CENI a frappé fort et a joué son rôle. Pour ce qui est des gens qui disent que c'est vraiment une mesure qui est illégale, moi je ne partage pas cet avis parce que je pense que en tant que la CENI, en tant que pouvoir régulateur, n'est-ce pas, ces pouvoirs-là, des pouvoirs en tant que régulateur, peut annuler une élection. Et je pense que même quand les gens disent ça, ils n'ont pas été invalidés. On a simplement annulé leur élection parce que moi j'estime que l'invalidation revient à la Cour constitutionnelle. Donc on invalide que ce qui a été validé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on commence d'abord par proclamer des gens, on vous proclame et puis à ce moment-là, vous êtes validé par la CENI et puis on vous invalide au niveau de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'on n'est pas encore à cette étape-là. On sait la réponse du procureur qui voulait je pense que avant que les invalidés puissent réclamer quoi que ce soit. Oui. Surtout au niveau de la Cour constitutionnelle. Surtout au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi je suis en train de parler ici des recours gracieux qui pouvaient introduire au niveau de la CENI. De la CENI, comme ça, on pouvait les entendre. S'ils ont des preuves probantes qu'ils n'ont pas réellement participé à cette fraude-là, la CENI pourra voir dans quelle mesure, lors de la publication, et pourra faire en sorte que certaines personnes, si ces personnes-là ont été réellement élus, soient proclamés comme étant vainqueurs des élections. Comme vous le savez bien, dans ces pays, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Dans ces pays, on se connaît très bien. Lorsque les gens commencent à dire « on l'a vu », c'est qu'on vous a réellement vu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens ne peuvent pas se mettre à raconter. Même si nous savons très bien qu'il y a aussi des coups bas. Il y a aussi des coups bas, il y a aussi des gens qui peuvent pour vouloir couler leurs adversaires politique. Donc, je pense que ça aussi, la polémique. Certains, il y a des leaders qui veulent écarter de manière stratégique leurs alliés, tout ça. Ils vont les allier, ils vont les écarter par quel mécanisme? Parce que jusque-là, leur sort, c'est entre mains de la CENI. C'est la CENI. La CENI, c'est vraiment un organe, une institution d'appui à la démocratie, une institution qui est en fait indépendante. À ce que je sache, c'est une institution indépendante. Par quel mécanisme on va vouloir couler? Ça veut dire qu'il y a une passerelle entre ceux qui dirigent notre pays, qui ont un pouvoir quelconque, de telle sorte qu'ils puissent donner des influences et qu'ils puissent, n'est-ce pas, donner des injonctions à M. Kadima ou bien à la plénière, parce que la décision, les gens ne voient que Kadima. C'est une décision de la plénière. Il s'agit d'une décision de la plénière. Vous comprenez? Est-ce qu'on a donné des injonctions à la plénière? Moi, je ne crois pas qu'on ait donné des injonctions à la plénière dans ce sens-là, d'autant plus que nous avons même affaire à une dame qui est ministre près le président de la République. Vous pouvez vous imaginer? Ministre près le président de la République. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des complaisances dans ce qui a été fait au niveau de la CENI. On n'a pas tenu compte des rangs des uns et des autres. On a tout simplement pris en compte, n'est-ce pas, des éléments qu'ils avaient dans leur disposition qui démontraient que réellement, qui démontrait réellement que tous ces candidats ont commis des forfaitures. Merci voilà, beaucoup. Donc c'est un peu ça. Maître Claude, vous avez quelque chose à ajouter parce que nous voulons aborder un peu la question de ces documents qui circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent un nombre, 40 partis et regroupements politiques qui auraient atteint. Jusque-là, la CENI n'a pas encore démenti l'authenticité de ces documents. Mais il y a de fièvre dans des états-majors. Mais mon cher, ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Comprenez qu'il y a deux élèves qui ont passé les tests d'examen d'État et avant la publication, il y a de fièvre. Il n'y a personne qui soit tranquille ou reste. Non. Donc, en ce net moment, nous tous là, nous avons des yeux braqués sur la CENI et on est serein. Nous attendons. Il faut rappeler que nous avons eu des invités qui n'ont pas pu supporter. Oui, mais c'est ça. Et ces documents qui circulent dans la toile, c'est vrai, il y a la CENI qui
qui n'a pas reconnu l'authenticité. Ouais. Mais mon frère, mon estimé confrère tout à l'heure venait de dire que nous sommes au Congo. Ouais. Nous connaissons notre pays, comment ça fonctionne. Quand ça fuite à 80, à 100%, déjà, il y a 60%. Mais bien sûr, parce que même avant l'annulation des résultats, il y avait des listes qui circulaient. Il y a eu des noms qui s'est retrouvés sur ces listes-là, qui se sont retrouvés sur la liste publiée par la CENI. Ici, c'est vrai que nous ne donnons pas foi à 100% à ces documents, mais au moins, nous gardons un petit pourcentage de l'authenticité. Vous voyez, parce que ce matin même, sur Top Congo, la grande édition de 7 heures, j'ai suivi. On a balancé ça aussi, que voilà, il y a 40 partis politiques et regroupements qui ont atteint les seuils. En tête avec IDPS. Voilà, et Moïse Katumbi, l'ensemble, et l'équipe, la 6e place. Vous voyez, mais la CENI n'a encore rien dit. Mais les journalistes ont investigué. C'est ça. Les investigations. Il y a même des médias sérieux, comme nous avons lu la revue de presse, qui ont relayé l'information par publicité. C'est comme ça que je vous dis. Pendant l'époque de Zaïre, on appelait ça radio-trottoir. Quand cette radio passe une information à 60%, c'est vrai. Vous voyez. Mais à cela, moi, j'invite tous les candidats d'être sereins, de ne pas verser dans des soulèvements, dans des influences, à chercher à manipuler la population, l'opinion. Non, je leur demande d'être républicains, de soyez calmes, d'attendre la CENI, parce que c'est la seule institution régulatrice des élections. Et donc, tant que la CENI n'a pas dit mot, tous nous devons rester bras croisés et avoir des gros yeux fixant la CENI. J'ai dit. Merci. Non, il m'a tendu quand même la perche en disant quelque chose qui est très important ici. Les gens là qui cherchent les soulèvements populaires, moi je leur pose la question de savoir, au moment où, par exemple, vous êtes élu député, on vous proclame député, vous n'avez pas besoin de tous ces gens-là. Votre téléphone ne passe plus, pour vous contacter, ça devient compliqué. Mais maintenant que vous avez des problèmes, vous voulez maintenant intéresser tout le monde. Ça devient une affaire de tout le monde. Oh non, les gens réclament que je dois revenir. Voilà. Qui sont ces gens qui réclament que vous devez revenir? Oh, ce pays ne marche pas. On doit tout annuler. Tout annuler pour toi seul. Pour ton intérêt qui est personnel, narcissique. Donc voilà, moi je pense que la population aujourd'hui, elle est suffisamment mature pour discerner tout ça et comprendre que ici, on veut, n'est-ce pas, nous allécher inutilement. Il s'agit d'un intérêt qui est tout à fait privé, qui concerne un individu. Il ne faut pas qu'on cherche à ameuter les gens sur une affaire qui ne concerne pas tout le monde. Voyez-vous? Maintenant, là, c'est les discours. Non, tel doit toujours passer. On me règle des comptes, on fait ceci, on fait cela. Mais non, mais lorsque on te proclame, là, tu t'enfermes. Hein? Tu t'enfermes. Hein? Les téléphones ne passent plus. Ces gens-là ont toujours besoin de toi. Là, tu ne penses pas à eux. Donc, c'est un peu ça. Je pense que depuis le matin, on sent que vous vous retrouvez aussi sur la liste. Vous êtes très content. Donc, je pense que en fonction des tendances, comme vous le savez bien, en fonction des tendances que nous constatons dans les médias, les journalistes ont investigué, nous constatons que l'AFDC a atteint les seuils et l'AEDCA, nous avons atteint les seuils. Maintenant, nous attendons avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, comme je l'ai dit. Nous suivons très près tout ce qui se passe et nous avons la ferme conviction que cela va effectivement va se traduire en réalité lorsque la CENI va publier la liste. Nous sommes quand même un méga regroupement de ces pays, tout le monde sait. Donc, je pense que nous allons atteindre le seuil. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Merci beaucoup, Maître Freddy. Félix Tshisekedi va bientôt prêter serment, mais les pays semblent être menacés par l'insécurité. Je voudrais que vous puissiez également aborder cette question. Vous avez suivi Nanga qui est en train d'inviter certains cadres de partis politiques pour les rejoindre, beaucoup plus ceux qui sont dans l'opposition. Votre lecture, maître? Bon, j'étais en train de dire, je vous ai parlé ici des intérêts qui sont des intérêts égoïstes, des intérêts personnels. Nanga a un problème particulier, un problème personnel avec le président de la République. Son problème, c'est quoi?
il pense que le président de la République lui a arraché un carré minier. Alors que les choses ne doivent pas se passer de cette façon-là. Le président de la République gère les carrés miniers pour qu'on puisse restituer, je ne sais pas moi, ces carrés miniers. Si les services ont estimé qu'il avait peut-être acquis illégalement ces carrés miniers, mais c'est au service de pouvoir gérer cette situation-là, à ce niveau-là. Le président de la République n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Il a ses prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution et il agit en fonction des prérogatives qui sont reconnues par la Constitution. Et de là à dire maintenant à toute la population congolaise, je viens à Kinshasa, je suis déjà au pays, je viens à Kinshasa. Ce que Nanga dit, ne dit pas au peuple congolais, c'est qu'il vient à Kinshasa avec qui? Avec le M23 qui a tué le Congolais. Et il faut qu'il le dise, il faut qu'il s'assume que je suis ici inféodé par Sultani Makenga. On a vu à côté de Sultani Makenga. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces pays? Il y a eu un moment où, je crois, un acteur politique de ces pays, et je ne préfère pas citer son nom, peut-être vous pouvez comprendre allusivement de qui il s'agit, qui disait qui était en train d'encenser, cet acteur politique était en train d'encenser Sultani Makenga. Oui. En disant que c'était un grand, Sultani Makenga allait conquérir ces pays et tout ça là. Est-ce que jusqu'à présent, Sultani Makenga est arrivé à Kinshasa? Et cet acteur politique-là, au moment où nous parlons avec vous, est en prison. Il a été arrêté. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut éviter. Il faut éviter ce genre de discours. Les populations congolaises ne peuvent pas se laisser emporter par n'importe quel vent. Ils savent que vous êtes avec le M23. Le M23 qui a tué, qui a commis des massacres, des carnages et des carnages dans la partie orientale de notre pays. Mais maintenant, vous voulez flouer la population pour dire « Oh non, nous allons chasser Tshisekedi ». Chasser Tshisekedi avec qui? Avec qui? Parce qu'il y a des gens qui ont des velléités expansionnistes, qui aimeraient prendre nos terres. Maintenant, vous allez porter ces cours à ces gens-là. Vous allez permettre à ces gens-là de conquérir davantage nos espaces. Et maintenant, vous voulez faire voir à l'opinion que non, il y a des choses qui sont inacceptables dans la gestion du pays. C'est comme ça que je vais m'allier. Donc, il faut signer même... je ne sais pas moi, un accord avec le diable pourvu que le président de la République ne soit pas à la tête de ces pays. Non, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Libérer les peuples, c'est bien au contraire. Ça va faire en sorte que nous soyons davantage sous les jougs du Rwanda. Si jamais le M23 arrivait jusqu'ici à Kinshasa, quel Congolais peut souhaiter que le M23 arrive ici, jusqu'à Kinshasa ici? Il parlait de l'Alliance Fleuve Congo. Ouais. Toi, tu as vu l'Alliance Fleuve Congo? Moi, je vois le M23. Ouais. Jusque-là, c'est toujours le M23. C'est qu'il est allé se rallier au M23. Son alliance Fleuve Congo, là, c'est le M23. C'est le M23. C'est ça qu'il faut dire à la population. Est-ce que les Congolais sont prêts à accepter qu'ils soient libérés, même à ces prix-là? Alors que si nous connaissons un frein sur le plan du développement aujourd'hui dans notre pays, c'est à cause de ces gens-là qui ont infiltré notre armée. Nous avons été infiltrés, l'appareil de l'État a été infiltré jusqu'à la moelle spinale. Et c'est ce qui a fait en sorte que ces pays-ci puissent davantage régresser. Parce qu'on a cherché, ces gens-là ont utilisé l'argent de l'État à des fins privées, à des fins personnelles. Ils ont alimenté les Rwandais. Dernièrement, j'ai suivi au Rwanda, on montrait des mines au Rwanda. J'ai rigolé, je disais, mais ces mines ici qu'on montre au Rwanda ici, les minéraux de ces mines qu'on montre au Rwanda viennent du Congo. Tout ça, c'était pour flouer, montrer aux Congolais que nous avons des mines ici, on ne vient pas voler. Non, s'ils ne viennent pas voler en République démocratique du Congo, qu'est-ce que fait le M23 sur notre pays? Qu'est-ce que fait le M23? Le jour où il n'y aura pas de M23, le Rwanda va tomber. Parce que c'est un pays qui vit sous perfusion de la communauté internationale, qui vit grâce à nos minéraux, à ce qui se trouve dans notre sous-sol. Chez eux, il n'y a rien. Si chez eux, il y a quelque chose, qu'ils retirent leurs troupes ici en République démocratique du Congo, on va voir. On va voir. Merci. Alors, Maître Claude, votre réaction, lecture que vous faites par rapport à cette question de l'insécurité, il y a des Congolais qui collaborent avec l'ennemi, comme Maître est en train de le dire, pour déstabiliser les institutions. Mais ça, ce sont des aventuriers, laissez-moi dire. Ce sont des aventuriers. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, notre pays, est un pays à vocation démocratique. Et nous avons aujourd'hui le pacte républicain qui est la Constitution. Alors, comment voulez-vous aujourd'hui, dans un pays démocratique, chercher à renverser le pouvoir par les armes? Mais non, il y a un problème. Nanga est frustré. Et ce qui fait encore très mal, il va aller se faire sous-traiter à côté de Rwandais. Et je me pose la question, est-ce que Nanga est réellement congolais?
Est-ce qu'il est vraiment congolais? Parce que moi qui est congolais de père et de mère, je ne peux en aucun cas basculer de l'autre côté de Kigali. Mon pays, c'est les Congo. Ma bénédiction, c'est les Congo. Qu'est-ce que j'irai faire là-bas alors que nous savons tous que ces petits Rwandais avec les M23 sèment la pagaille et la désolation dans notre pays, pillent nos richesses. Voyez-vous, aujourd'hui, si nous comptons plus de 10 millions de morts, mais c'est occasionné avec Kagame. Et donc, le comportement de Nanga, moi, en tout cas, je vais voir ces messieurs finir ici au CPRK. Ça, en tout cas, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Parce que, même si vous êtes frustré, mais il y a des institutions. Attendez, il y aura un nouveau cycle électoral dans 5 ans. Venez compétir avec nous pour vous révolter démocratiquement. Mais ce n'est pas d'aller prendre les armes. Et même s'ils font appel à l'article 64 de la Constitution, mais ils sont en train de tordre cette disposition. L'article 64 de la Constitution n'a que 2 alinéas. Le premier alinéa vous demande de faire échec à tout celui qui veut prendre le pouvoir par la force ou veut gérer par défi. Est-ce que, posons-nous la question, est-ce que Félix-Antoine Tshilombo a pris le pouvoir par la force? Par le voie démocratique. On est allé aux élections, il a gagné. Proclamé par le même Nanga. Proclamé et Par le même Nanga. Voyez un peu. Et le deuxième alinéa. À tous ceux qui veulent renverser les institutions établies, il sera poursuivi par l'État congolais. Et donc, ce qui fait Nanga et les autres qui veulent les rallier, nous allons les poursuivre, nous, les peuples congolais. Parce qu'en ce moment, nous ne pouvions plus encore vivre cette histoire de coups d'État. C'est déjà révolu. 4e cycle électoral, ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes dans cette école d'apprentissage démocratique. C'est vrai, à chaque cycle, il y a des imperfections qui ne manquent pas parce que les élections, c'est une œuvre humaine. Mais tous ensemble, comme nous aimons ces pays, nous sommes contraints d'améliorer, d'améliorer davantage. Tout ce que nous pouvions faire, c'est de pouvoir sauvegarder d'abord l'unité nationale. De pouvoir sauvegarder l'unité nationale. Et je profite de votre micro. Allez-y. D'interpeller tous les Congolais, d'être vigilants. Dénoncez, vérifiez et soyez vigilants même dans vos coins et recoins. À moindre information, il faut vite les faire remonter à la hiérarchie. Parce que nous ne pouvions plus encore vivre les affres de la guerre. Nous ne devons plus encore vivre cette barbarie au niveau du sommet de l'État. Et donc les institutions de la République sont là. Nous devons les protéger. Nous devons protéger les Congos et nous devons protéger notre vivre en commun. Merci beaucoup. Maître Claude, je rappelle qu'il est cadre de Nouvel Élan. Nouvel Élan qui est parti de l'opposition républicaine. Alors, maître, nous tendons petit à petit vers la fin. La question était de savoir, c'était les défis et enjeux. Le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, comment vous envisagez les revoir? Bon, je pense que le plus grand problème, c'est que les Congolais veulent voir, n'est-ce pas, leur panier de la ménagère, le panier de la ménagère être garni. Je pense que c'est parmi les défis que le président de la République est appelé à relever. Et comme vous le savez bien, pour que le panier de la ménagère soit garni, il va falloir que nous puissions avoir des industries de production, des industries de fabrication dans ces pays qui vont donner de l'emploi aux Congolais. Les Congolais auront moins un revenu sûr à la fin du mois. Ils iront au marché, ils vont faire quelques emplettes et ça va faire en sorte que notre économie puisse tourner. Et je pense que c'est sur cela que le président de la République va devoir se baser. Et je pense que le domaine qui est un domaine sensible, qui pourra faire en sorte que les Congolais puissent avoir plus d'emplois et que les paniers de la ménagère soient, n'est-ce pas, garnis comme tout le monde les souhaite ou l'appelle de tous ses voeux, il faut, n'est-ce pas, se focaliser
focaliser sur le domaine agricole. Ok. Il faut massifier, il faut densifier, de telle sorte que sur le plan agricole, si nous pouvons avoir, comme ça s'est fait avec l'agenda des transformations agricoles à Mongata ici, où on transforme le manioc qui s'est dérivé, et je pense que si avec d'autres produits, on procède de cette façon-là, je pense qu'on va donner beaucoup d'emplois, n'est-ce pas, aux Congolais. Vous avez beaucoup, j'ai vu l'autre fois une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux où on montrait les ananas, beaucoup d'ananas quelque part là, je crois dans un marché ici à Kinshasa. C'est pour vous montrer que nous avons la possibilité, par exemple, même des cultiver, par exemple, des fruits à une plus grande quantité, de telle sorte qu'il y ait des usines de fabrication, même des jus localement. Et je pense que si on fabrique les jus ici localement, ça fait encore davantage donner de l'emploi aux Congolais. Et donc, je pense que le président de la République va se baser sur l'agriculture. Il va aussi faire en sorte qu'il y ait davantage assainissement du climat des affaires, parce que comme vous le savez bien, parmi les conditions, vous avez ces problèmes-là des certificats d'enregistrement. Vous le savez, quand un investisseur arrive, il doit avoir un espace où il est sûr que quand il achète, demain on ne va plus l'amener en justice. Il n'aura pas de problème en justice. Donc vous avez un certificat d'enregistrement qui est plus sûr. L'investisseur va venir. Vous avez de l'énergie. On travaille beaucoup sur l'énergie ici. Je crois que dans le programme sino-congolais, et je pense que les Chinois sont intéressés par Inga 3, si je ne m'abuse pas. Je pense que ce sont tous ces projets-là. Si on met de l'énergie, parce que pour qu'on mette en place des usines dans ces pays, il faut avoir l'énergie possible, l'énergie nécessaire pour permettre à ces usines d'être implantées sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans ces pays, nous sommes unis. Parce que je parle de l'énergie, j'aimerais aussi faire une petite digression avec les Katanga. Mon cher ami, est-ce que vous savez, pour vous parler de la réelle unité nationale, et demander à nos frères du Katanga que nous sommes unis. Dans quel sens? Les usines qui fonctionnent dans les Katanga, les usines minières qui fonctionnent dans les Katanga, le courant vient d'Inga. Okay. Vous comprenez? Le courant vient d'Inga et ça va au Katanga. Est-ce que vous avez vu les gens du Bas-Congo dire « Oh, vous avez pris notre courant pour amener... » Parce que, en fait, le barrage se trouve dans le Bas-Congo. Vous comprenez? Donc, nous sommes unis. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Même à l'époque, on disait aussi que pour construire les usines là-bas au Katanga, il y a eu justement, il y a eu, comment on appelle, l'équateur, l'EVA qu'on exploitait à l'équateur, a permis, n'est-ce pas, à toutes ces personnes-là, à nos colonisateurs, d'avoir le moyen nécessaire pour exploiter aussi les minéraux au Katanga. Donc ça veut dire que nous sommes ensemble, nous sommes unis. Tout ce qu'on dit là, non, telle et de telle province, telle et de telle autre province, je pense que tout ça, ça nous servira à rien. Donc le plus grand défi, c'est celui-là. Donc de faire en sorte qu'il y ait, n'est-ce pas, des usines à travers la République pour donner de l'emploi, essayer d'absorber, de réduire les ratios d'emploi, d'absorber le chômage et faire en sorte que mettre tous les Congolais au travail. Et aussi, je suis en train de mettre le vœu de voir le président de la République faire en sorte que dans plusieurs secteur qui est ce qu'on appelle le guichet unique. Donc ça veut dire qu'il y a des pays où, quand vous payez la facture de l'électricité, dans cette facture d'électricité, on y a mis beaucoup de choses. Vous pouvez payer d'autres impôts, d'autres taxes, à partir seulement de la facture d'électricité. Aujourd'hui, dans notre pays, si vous allez chercher par exemple un document, que ce soit à la commune ou quoi que ce soit, vous trouvez des gens debout, qui sont dehors, ils vous donnent les documents, yaka, olingi nino luka, acte de naissance, ok, yaka, paie ça $20, $30, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut, je pense, qu'il y ait, par exemple, un guichet, où quelqu'un sait qu'il va aller donner cet argent, et il est au moins sûr que cet argent-là va rentrer dans les trésors publics. Sur la rue ici, l'argent qu'on donne au roulage et autres, est-ce que ça va dans les caisses de l'État? On arrête un véhicule de payer 150 000. Si on paye 150 000, tu vas libérer Moutoukanayo, tu vas retirer dans la banque, ok, tu vas plus. Tu peux t'imaginer? On dit tu retirer dans la banque, ok, tu vas plus. Donc ça veut dire que cet argent-là, les 100 000 que mon collègue a fait, leur bokangi qui est naé, bon, on a ok, dans la banque. Parce que comment on le manaye que si on retirer dans la banque, on fout plus cher. Donc vous comprenez, donc je pense que ça fait partie des défis. La question de la classe politique. Oui, je pense que les renouvellements de la classe politique aussi est important dans la mesure où il y a des gens
qui ont puisé même dans leur tripes pour aider ces pays ici, et qui n'ont rien à donner, qui n'ont pas encore beaucoup de choses à donner. Merci. Mais qu'on peut quand même aussi essayer un peu de mettre de côté au profit de la nouvelle génération, des gens qui viennent. Mais nous avons toujours besoin... Le renouvellement de la classe politique congolaise ne signifie pas qu'on va balayer toute la classe politique congolaise. Ça, il y a des gens, des hommes de valeur. Vous comprenez? Il y a des hommes de valeur que l'opinion connaît, que tout le monde connaît, que nous devons garder. C'est important que nous puissions garder, que l'énergie soit alliée à la sagesse pour faire en sorte que ces pays puissent aller de l'avant. Parce que les gens voient seulement l'âge. Non, l'énergie, c'est bon. Il faut aussi la sagesse pour que ces pays aillent de l'avant. Donc c'est ça. Oui, je suis en tout cas d'accord sur tout ce que venait d'étayer ici mon estimé confrère Freddy. Mais moi aussi, je vais ajouter... En tout cas, il y a des défis énormes. Il a tout à l'heure évoqué l'agriculture, qu'il faut industrialiser. Mais il y a un grand problème sérieux des infrastructures, des routes. Voyez-vous? Et ici, moi, je voudrais à ce que le mandat, le deuxième mandat du président de la République soit taxé, soit axé plutôt sur des routes. Qu'il mette en place une politique de grands travaux. Et ces politiques de grands travaux vont booster les sociales du Congolais. Et ces politiques de grands travaux permettra à ce que l'assiette fiscale de l'État, qui est aujourd'hui mince, que cette assiette soit élargie. Et l'État va collecter beaucoup d'impôts, il aura beaucoup de moyens suffisants pour soutenir maintenant la sécurité, les services de sécurité. Parce que là, ça nous prend beaucoup d'argent. Mais ici, maintenant, l'État n'a pas assez de moyens. Voyez-vous, notre assiette fiscale est tellement mince. Et quand vous voyez même le pourcentage de la pression fiscale, vous verrez que c'est autour de 13 et 14%. Parce qu'il faut aussi aider l'opinion. La pression fiscale, c'est les rapports de rendement fiscal et l'impôt. C'est les calculs c'est ces calculs-là que l'on fait. Voyez-vous. Et donc, moi, je me dis, si seulement on fait des réformes, le ministère du Finance passe par des réformes de fonds, des réformes autour de notre fiscalité, l'État aura assez d'argent pour mener à bien ses politiques. En passant par les infrastructures, l'industrialisation de notre agriculture qui va booster du coup le social des Congolais et aussi mettre beaucoup de moyens autour sur plutôt la sécurité. Voyez. Merci beaucoup, maître. On retient quoi pour aujourd'hui parce qu'on a fini? Bon, pour aujourd'hui, l'opinion doit retenir que c'est un nouveau vent qui vient de commencer. C'est un nouveau départ qui vient de commencer. Ce qui était fait par le passé, le premier mandat de M. Félix-Antoine Tshilombo, eh ben, je ne dis pas qu'il faut tout oublier, mais nous devons beaucoup plus braquer nos yeux vers le futur. Nous allons tous à l'unanimité, nous devons soutenir la présidence de la République pour que nous puissions développer ces pays. Et à ceux-là qui veulent mettre le pays en sang et dans le feu, nous leur disons tout simplement que s'ils osent, ce n'est pas l'armée, mais c'est nous, la population, qui vont trouver à la première ligne. Et donc, je leur demande de revenir au bon sens et d'épouser l'âme de la République qui est notre bénédiction, le Congo. Merci beaucoup. Maître, à vous également dans quelques secondes. Oui, ce que je dirais, c'est que ce nouveau mandat du président de la République, ce mandat ici est de bon augure. Et je pense que tous nous allons nous mettre au travail parce que ce qui va véritablement changer ces pays, c'est le travail et rien que le travail, faire en sorte que, n'est-ce pas, l'administration soit davantage consolidée, soit tonifiée. Parce que je peux vous donner un petit exemple. Pendant cette période de la campagne, vous n'avez pas constaté qu'il y avait une sorte d'indolence constatée dans l'administration. Vous voyez la ville, comment elle est. C'est comme si tout le monde était préoccupé par la campagne et tout ça. Et je crois que le président de la République, durant son deuxième mandat, va faire en sorte que nous puissions avoir des institutions, va encore faire en sorte que nous puissions avoir des institutions fortes,
de telle sorte que même en pareille circonstance, vous avez connu en Belgique, il y a eu un moment où il n'y avait pas de Premier ministre, mais l'administration a fonctionné normalement. C'est parce qu'ils ont déjà posé des bases solides sur ce plan-là. Et je pense que parmi aussi les défis que le président sera appelé à pouvoir élever durant son deuxième mandat, il y aura aussi cela. Merci beaucoup, donc Maître ça, et je suis Freddy. content de l'invitation et je souhaite une bonne chance à tous nos Congolais, à tous les compatriotes congolais. Continuons, réussissons dans toutes nos entreprises et que Dieu bénisse ces pays qui ne demandent qu'à être Il y a également la fructifiés, à CAN qui être va bientôt rentabilisés. démarrer. Et Voilà, tous donc les c'est ça. Congolais sont Voilà. braqués à la canne. Nous souhaitons les léopards. Voilà. Bonne chance à nos léopards. Très bien. Allez-y, les léopards. Merci beaucoup également, Maître Claude, pour l'invitation acceptée. C'est moi qui vous remercie. Les rendez-vous est pris demain avec retrouver Monsieur Dan Zinc dans Grande Tribune de ce vendredi. Quant à moi, je vous dis au revoir et le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Au revoir.